Je passe la parole à Jean-Arthur Micoulo-Franchi. Il est psychiatre, chercheur. Il vient aussi de Bordeaux ce matin pour vous parler notamment des enjeux autour de l'EEG. Bonjour à tous. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter un peu les attentes qu'on peut avoir de l'EEG en ouvrant sur le self-empowerment, ce que Michel Levancuen a un peu abordé dans son introduction, c'est-à-dire la possibilité que le sujet s'approprie le signal EEG dans le but d'être en meilleure santé ou de maintenir sa santé. Alors, le signal EEG, c'est une vieille technologie. J'ai utilisé volontairement ces vieilles illustrations. C'est mesurer une différence de potentiel entre deux points cérébraux. Et ça par un voltmètre qui analyse une variation de potentiel. C'est une vieille technologie. Et quand je me suis lancé dans l'EEG en médecine, mon chef m'avait dit « Ah, c'est bizarre, tu veux faire de l'EEG ?» Et si je lui avais dit que quelques années plus tard, j'aurais parlé d'électroencéphalographie à des acteurs rompus aux nouvelles technologies, il ne m'aurait jamais cru. Et c'est qu'il y a en plus un regain d'intérêt actuellement sur l'EEG et probablement des attentes qui sont par moments peut-être disproportionnées. Est-ce que l'EEG, c'est la marque du mind, de l'esprit, du psychisme? Et on peut se questionner sur cela. Alors, au lieu de prendre ma longue vue pour regarder actuellement les données actuelles qui pourraient nous dire le lien entre l'EEG et le psychisme, je vous propose de retourner la longue vue et de regarder plutôt dans le passé. Alors, pas 70 000 ans avant, mais le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est un siècle qui nous ressemble énormément. Il y avait une explosion technologique. C'est là où les outils électriques naissent. C'est là où la physiologie apparaît, en fait. Avec des figures comme Benjamin Franklin qui ont un impact majeur sur l'ensemble des technologies et des biotechnologies de l'époque. On vit à peu près, peut-être, en e-santé, ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Et il y avait des journaux, comme le Gentleman Magazine, Le Monde de l'époque, qui relataient l'ensemble de ces technologies. Et donc, qu'est-ce que ce Gentleman Magazine relatait? Il relatait notamment les expériences classiques, celle de Galvani, qui était le premier à montrer que le vivant était relié à l'électricité. L'électricité, c'est le vivant. Quand on applique un arc de cuivre et de zinc sur la pâte d'électricité, la pâte bouge. It is alive, c'est vivant, ça bouge. L'électricité, c'est lié à la vie. Galvani, son neveu, c'est Aldini. Aldini va faire des expériences plus spectaculaires encore, et en public. Il prend des têtes de veaux et de vaches coupées, et il applique du courant électrique sur la tête, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que quelque chose se passe, c'est vivant aussi. Quelque chose qui se passe quand on applique de l'électricité sur le crâne de ces vaches. Il va faire quelque chose d'encore plus stupéfiant quelques années plus tard. En 1803, il fallait une logistique plus importante. Il fallait faire de l'expérimentation sur l'humain. Mais pour ça, il fallait prendre un cadavre frais. Donc ça a demandé une logistique de mise en place. Et c'est ce pauvre George Foster, dont on pourrait porter hommage aujourd'hui, qui a été essentiel dans le développement de l'électrophysiologie. Ce George Foster, il a été condamné et il a été emmené rapidement devant une place publique et devant le Collège royal de chirurgie pour faire des expériences. Donc Aldini, le neveu de Galvani, a fait ces expériences et ça a beaucoup marqué l'esprit de l'époque, au point que le livre de Marie Shelley, Le Prométhée des temps modernes, en fait, évoquait quasiment ces expériences d'Aldini. On peut voir là dans le film de Wall en 1931, une analogie, vraiment, il y a le même bossu derrière, il y a la même table, il y a la même pile Volta à gauche là et là derrière. C'est vraiment une analogie importante. En tout cas, il y avait l'idée que l'électricité, c'était un peu, si j'osais, la mort de la mort. Vous voyez, sur l'électricité. Et donc, il y avait quelque chose d'assez prométhéen dans... C'était plus le feu et Zeus, c'était l'électricité qui regroupait ces forces vitales. Alors ce George Foster, sa tête est coupée et on appliquait de l'électricité également sur sa tête et on voyait des effets. Il y avait des contractions, donc c'est bien quand on stimulait le cortex qu'il y avait des effets périphériques, des effets du vivant. Alors ça, on appliquait l'électricité, il fallait pouvoir mesurer l'électricité. Il fallait attendre quelques années pour pouvoir mesurer l'électricité sur le cortex, il fallait développer des voltmètres. Et c'est notamment Dubois-Reymond, qui est un inventeur génial, qui a inventé notamment le galvanomètre à cadre mobile. Et donc il permettait de mesurer de l'électricité chez le vivant, chez l'être humain. Là, on voit son frère qui appliquait une électrode sur son bras droit et sur sa main droite et sa main gauche, en contractant le bras droit, créait une différence de potentiel. Et donc, on observait la différence de potentiel sur le galvanomètre. Et c'était représenté sous cette forme d'un éphèbe grec qui devait
à l'époque grecque, soutenir qu'il sauverait toujours ce qui est de l'ordre de la santé et du sacré. L'électricité, c'est bien ça, c'est un lien avec la santé et le sacré, et c'est pas pour rien, je pense qu'à l'époque, on a représenté ces premières expériences de mesure électrique chez l'être humain sous la forme de cet effet grec. Ensuite, il suffisait d'appliquer des électrodes sur le crâne et de mettre un papier qui se déroulait devant l'électrode du voltmètre pour enregistrer l'électroencéphalogramme. Ça a d'abord été fait chez le chien par un russe, Pravdich Nemensky, qui a inventé l'électrocérébrogramme. Alors, il a mesuré le premier signal EEG sur le cortex du chien. Alors, électrocérébrogramme, il y a des racines grecques, électro et gramme, et une racine latine, cérébro. C'est bien la mesure de l'activité sur le cerveau, mais Hans Berger, qui est le fondateur de l'EEG, l'électroencéphalogramme, critiquait cette racine latine au sein même du mot électrocérébrogramme et a repris le terme électroencéphalogramme pour avoir une racine grecque. Et là, c'est plus le cortex. Encéphalogramme, encéphalo, c'est ce qu'il y a dans la tête. On revoit, c'est ce qui se passe dans le psychisme. Donc on voit dans la naissance même de l'EEG l'idée qu'il se passe quelque chose dans la tête des gens et que cette mesure électrique reflète quelque chose du psychisme. Alors, l'EEG pourtant, c'est bien de la mesure, pas de ce qui se passe dans la tête, mais de ce qui se passe dans le cortex. C'est la mesure, c'est ce qu'on vous a présenté depuis le début, c'est l'enregistrement des différences de potentiel postsynaptiques et d'un ensemble de neurones. On mesure des différences de potentiel à la surface du cortex. Et ces différences de potentiel fluctuent en particulier parce qu'il y a des régulations ascendantes et descendantes par les régions corticales, les régions sous-corticales. À mon avis, il faut voir cette mesure, depuis un point de vue neurophysiologique, quand on applique peu d'électrodes comme une mesure assez simple. Jérémy nous présentait trois types de signaux, spectral, spatial et temporel. Globalement, quand on enregistre de l'EEG de surface avec peu d'électrodes, on a surtout les aspects spectrales. Et ces aspects spectraux, je vous ai mis des chats, comme sur Internet, pour avoir un impact plus important. 3 chats qui sont de plus en plus endormis et on voit que ça se ralentit de plus en plus. Et c'est surtout ça, l'EEG avec peu d'électrodes qu'on obtient. C'est un degré d'éveil, en fait, un niveau d'éveil. Malgré tout, ce signal peut être important et peut être relié à la volonté, à ce qu'on peut faire au niveau de son psychisme. Les expériences chez le chat ont été intéressantes. C'est les premières expériences de neurofeedback. Elles ont constitué à enregistrer le signal EEG du chat et lorsqu'on obtenait le signal EEG qu'on souhaitait, lui donner une récompense. Et le chat pouvait apprendre à réguler son activité EEG. Ce qui est miraculeux avec le neurofeedback, c'est que ces chats obtenaient le même effet EEG, mais chacun utilisait une stratégie différente. Le premier chat se levait la patte comme ça, il restait fixe, immobile attentif devant la sortie de la récompense. L'autre chat s'allongeait et se détendait complètement pour attendre la récompense. Et le troisième chat était dans une attitude presque méditative pour attendre la récompense. Donc c'est bien ça le neurofeedback, c'est permettre au sujet de trouver la stratégie cognitive ou comportementale qui soit le plus efficace pour lui, pour obtenir l'effet physiologique souhaité. Cette expérience elle est importante parce qu'elle ouvre les possibilités thérapeutiques du neurofeedback. Sterman, il a eu des grants de la NASA pour explorer l'effet toxique du monométhylhydrazine, qui est le comburant des fusées. Il avait des chats qu'il avait utilisés dans des expériences précédentes, il a pris d'autres chats aussi, donc il a utilisé ces chats précédents. Et c'est là où la sérendipité elle est importante, et le fait d'observer les effets dans nos expériences inattendues est très important. Il s'est rendu compte que les chats qui avaient fait du neurofeedback, il fallait des doses plus importantes que les chats qui n'avaient pas fait de neurofeedback pour induire des crises d'épilepsie. Et c'est là où on voit que la régulation de son activité EEG par un apprentissage de conditionnement opérant, donc d'impliquer la volonté du chat dans le contrôle de son activité corticale, avait un effet potentiellement thérapeutique. Alors ça a ouvert à de nombreuses études. On ne va pas faire la revue là, surtout quand Louis va nous en parler tout à l'heure. On a pas mal publié dessus sur les revues de la littérature sur cela, je vous laisserai aller voir. Mais la question est, du coup, par rapport à cet effet du lien entre marqueur objectif et le soi, on voit que depuis le XVIIIe siècle, il y a cette notion que l'électricité c'est la vie, que l'EEG c'est peut-être le psychisme, et peut-être que ce qui est important en fait, c'est de mettre en relation le sujet, c'est ce qu'on voit depuis ce matin, le sujet avec son activité cérébrale pour qu'il puisse développer des compétences psychiques en lien avec sa santé. Alors, pour faire ça, je vais finir sur 5 principes. Ça vient de sortir le 20 juin, l'équipe de François Vialat a sorti ce papier qui, je pense, va faire date dans les
capacité d'apprentissage qu'on peut avoir avec l'EEG. Il nous dit dans ce papier qu'il y a 5 paramètres dans les prochaines devices de neurofeedback qui vont être développés. Et c'est peut-être sur ça qu'on va travailler dans les années à venir. La première, c'est que le signal enregistré chez le sujet doit être perceptible. C'est bête, mais quand vous faites de l'EEG, vous faites de l'analyse spectrale, la première fois que j'en ai fait, c'est juste que ça fluctue très vite. Si on donne ça à un sujet, il ne voit rien de son activité EEG, il voit un signal qui fluctue beaucoup plus vite que son activité mentale en fait. Donc déjà, il faut que le signal soit perceptible. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il soit autonome dans la possibilité de modifier ce signal EEG. Il faut qu'il puisse le faire par lui-même. La troisième chose, c'est qu'il soit mastery, c'est-à-dire qu'il puisse contrôler et qu'il puisse avoir un degré de contrôlabilité satisfaisant de cette chose, c'est que ça puisse être faisable de contrôler ce signal EEG. Le quatrième élément, c'est qu'il faut réfléchir sur la façon dont sera présenté le signal pour maintenir la motivation du sujet à poursuivre cet entraînement neurocognitif. Et enfin, la cinquième variable à contrôler, c'est la variable d'apprentissage. Il faut s'assurer qu'il y a un effet d'apprentissage au fur et à mesure du contrôle du signal EEG qu'on enregistre sur la boîte crânienne. Merci pour votre attention.